Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste où nous allons partir dans le système solaire externe pour un voyage autour d'une planète géante et de quelques-unes de ses lunes les plus fascinantes. Et pour la visite guidée, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter Inès Belgacem. Bonjour Inès. Bonjour Florence. Inès, peux-tu te présenter, me dire quel est ton parcours et ce sur quoi tu travailles actuellement? Je m'appelle Inès Belgacem, je suis Research Fellow à l'Agence spatiale européenne, à l'ESA. Je suis spécialiste des surfaces planétaires, donc je travaille sur le traitement d'images, sur la modélisation de la surface. Et ce que j'étudie plus particulièrement, moi, ça s'appelle la photométrie. C'est l'étude de la réflectance, donc la lumière qui est réfléchie par une surface, dans l'espace, donc en fonction de la géométrie d'observation. Donc ça veut dire en fonction des différentes illuminations de la surface et des différentes observations, donc en fonction de l'angle en fait avec lequel on va regarder avec la caméra. Et ça nous donne des informations liées en fait à la physique de la surface. Donc est-ce qu'on a une surface qui est très rugueuse, est-ce qu'on a une surface qui est plutôt faite d'agrégats, qui est plutôt faite de particules rugueuses, etc. J'ai fait une thèse à l'université Paris-Saclay, déjà sur l'étude des lunes glacées de Jupiter, que je continue à étudier pour la mission JUICE, donc pour Jupiter Icy Moons Explorer, qui est une mission de l'ESA. Et est-ce que ça a un lien avec l'albédo ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? L'albédo, c'est une mesure de la quantité de lumière en fait qui est réfléchie par rapport à celle qui arrive. Mais oui, l'albédo, ça fait complètement partie de la réflectance et c'est une des façons de l'étudier en fait. Est-ce que tu peux nous parler de la mission JUICE et de son histoire? L'ancêtre de cette mission, c'est une mission conjointe avec la NASA qui avait été imaginée dans les années 2000. C'était une mission où on avait l'ESA qui était responsable d'un module qui irait orbiter Ganymède, donc l'une des 3 lunes glacées de Jupiter, et la NASA serait responsable d'un module qui irait orbiter Europe. Du coup, ça devait être une grande mission internationale ESA-NASA. La NASA a décidé d'arrêter la mission et de se retirer du projet. L'ESA en fait a plusieurs types de missions, S, M, L, S pour small, petit, M pour moyen et L pour large, donc grosse enveloppe. Large mission, c'est 1 milliard d'euros de budget. Donc la communauté qui travaillait déjà sur cette mission conjointe a décidé de la réimaginer comme une mission ESA pour aller étudier le système de Jupiter et en particulier Ganymède, et c'est devenu JUICE. Est-ce que tu peux me faire un point sur Jupiter et ses lunes, et sur ce que va étudier JUICE précisément et pourquoi? Jupiter, c'est la planète la plus massive du système solaire. C'est une planète géante. En fait, c'est un espèce de mini-système solaire, le système de Jupiter. Elle a 79 lunes qui tournent autour. Et dans ces 79 lunes, il y en a 4 qu'on appelle les lunes galiléennes. On a Io, Europe, Ganymède et Callisto. Io est très très volcanique. C'est une lune qui est couverte de volcans. Il y a Europe ensuite, qui est un peu plus loin, qui est couverte de glace. On pense qu'il y a du cryovolcanisme à la surface. C'est le même mécanisme, mais au lieu d'avoir du magma, c'est de la glace et de l'eau. Ganymède, c'est une lune qui est hyper intéressante. C'est la plus grosse lune du système solaire. Elle est même plus grande que Mercure. C'est la seule lune de tout le système solaire à avoir son propre champ magnétique. Comme sur Terre, on a un champ magnétique, on a une magnétosphère. C'est un espace autour de la planète où le champ magnétique s'exprime. Ganymède a son propre champ magnétique et sa propre magnétosphère à l'intérieur de Jupiter. Donc en fait, on a plein d'échanges de plasma. Le plasma, c'est des particules chargées qui vont tourner autour des lignes de champ magnétique. C'est en partie ce qui crée les aurores boréales sur Terre. Et bien là, c'est pareil. On a du plasma qui est redistribué dans la magnétosphère de Jupiter, qui passe dans la magnétosphère des Ganymèdes et inversement. C'est un environnement en fait qui est unique dans le système solaire. Callisto, c'est la dernière. Elle est un peu plus petite que Ganymède. Elle, par contre, elle est plus active du tout. On calcule l'âge en fait des surfaces planétaires avec le nombre de cratères qu'on compte. Callisto est complètement saturée de cratères. Elle a tellement de cratères que c'est l'âge le plus ancien qu'on peut mesurer. Il y a des cratères dans les cratères dans les cratères. Callisto, en fait, elle est très ancienne et en fait, elle a enregistré toute l'histoire du système solaire finalement parce qu'elle n'est plus active et on peut remonter comme ça à plein d'événements qui ont pu se passer dans le système solaire. Donc en soi, elle est aussi intéressante à étudier pour cet aspect-là. Europe est celle qu'on pense dans le système de Jupiter a le plus grand potentiel d'habitabilité.
Mais qu'est-ce qu'on appelle l'habitabilité d'un corps exactement? L'habitabilité, c'est un set de critères de l'émergence de la vie. Si une planète est habitable, ça ne veut pas dire qu'il y a la vie, ça ne veut pas dire qu'il y a eu la vie un jour, mais ça veut dire qu'on estime qu'il y a les paramètres minimaux pour que ce soit le cas. Ces paramètres, c'est l'eau liquide, l'énergie et la présence de briques en fait élémentaires pour la vie, donc on appelle SNOPS pour carbone, hydrogène, nitrogène qui est l'azote, oxygène, phosphore et sulfure. Europe a de l'eau liquide, on le sait, il y a un océan liquide sous la surface. L'activité en fait dans le système de Jupiter est liée aux forces de marée qui sont exercées par Jupiter, qui encore une fois est très massive. Donc c'est énergie, deuxième critère. Troisième critère, c'est la chimie, donc SNOPS. On ne l'a pas observé sur Europe, on a l'océan sous la couche de glace. Cet océan, il a un contact direct avec le manteau rocheux d'Europe. Europe est complètement différenciée, elle a un manteau rocheux. Et donc on pense, par analogie avec la Terre, où la vie est apparue au fond des océans, on pense que cet environnement-là est très propice en fait à des échanges chimiques qui pourraient permettre d'avoir une vie élémentaire à cet endroit-là. Donc on a validé les deux premiers, on va dire, et on cherche à établir le dernier critère. Est-ce que JUICE va étudier les 4 lunes galiléennes? JUICE va étudier et se concentre sur les lunes glacées, donc Europe, Ganymède et Callisto. Une partie des objectifs scientifiques, c'est mieux comprendre Jupiter. On va étudier l'environnement aussi, donc juste en volant dans le système. On va étudier le plasma, on va étudier les anneaux aussi. On va faire des mesures de plasma, d'imagerie, de spectroscopie pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et on va survoler Europe 2 fois, on va survoler Callisto plus d'une dizaine de fois et on va enfin se mettre en orbite pendant 9 mois autour de Ganymède à 2 distances différentes, donc à 5000 km et à 500 km. Donc on va pouvoir faire une cartographie exhaustive de Ganymède. On va pouvoir vraiment observer sur le long terme l'évolution de la Lune et vraiment l'étudier en intégralité. Et on finira la mission en se crachant sur Ganymède. Alors en quoi Juno, qui est actuellement en orbite autour de Jupiter, peut vous aider à préparer la mission JUICE ou pas? Juno était spécifiquement envoyée pour étudier Jupiter. Maintenant, Juno marche tellement bien, elle est maintenant dans sa mission étendue et dans cette dernière extension, elle a demandé à faire des observations des lunes glacées. Vous avez peut-être vu il y a quelques mois, il y a eu des images de Ganymède qui sont sorties avec Juno qui étaient incroyables. Donc ça peut nous donner plus de billes pour comprendre l'évolution des lunes. Ça peut aussi nous aider à mieux caractériser certaines zones d'intérêt parce qu'il faut savoir quand on fait des survols, on sait à peu près où on va aller. Après, il faut qu'on décide quels instruments on allume quand. Si on a des zones qu'on va absolument voir, c'est important de le savoir maintenant. C'est tout ce que font les scientifiques là. C'est vraiment pour préparer ces opérations. Mais par contre, on est d'accord, rien ne peut se faire en temps réel puisque Jupiter se trouvera à 40 minutes-lumière de la Terre. Donc tout est préparé en amont, c'est ça? Il n'y a pas quelqu'un avec un joystick qui pilote à distance en fonction de ce qui se passe. On aimerait bien parce que probablement qu'on va voir des choses et on va dire on aimerait revenir. Et ça, c'est impossible. Sur Mars, on peut faire ça avec des rovers. On peut prévoir la veille pour le lendemain. Donc, on peut voir un truc intéressant et dire je dois absolument revenir et je dois absolument voir cette roche. C'est impossible sur Jupiter. C'est des plans qui vont être faits des années à l'avance, ce qui est encore une fois un peu frustrant en temps réel quand on aura les données, mais c'est ce qui nous permet de faire des missions aussi ambitieuses aussi, d'aller aussi loin et d'étudier des corps qu'on ne pourrait pas étudier autrement. Alors moi je t'avoue que j'ai une petite frustration en tant que Space Geek, parce que quand j'ai vu que la cible principale de la mission c'était Ganymède et pas Europe, j'étais hyper frustrée, d'autant plus que pour Europe, il n'y a que 2 survols, c'est très peu. Alors pourquoi ce choix de se mettre en orbite autour de Ganymède et de ne quasiment pas explorer Europe? Quand on fait une mission, on définit d'abord les objectifs scientifiques et on définit ensuite la trajectoire pour répondre aux objectifs scientifiques. Les objectifs scientifiques de la mission, c'est étudier le système jovien dans son ensemble comme archétype d'une géante gazeuse et de l'émergence de mondes habitables autour de géantes gazeuses. On a beaucoup parlé d'Europe, mais en fait Ganymède, elle a aussi un océan salé sous sa surface glacée. C'est moins évident le lien entre le manteau, donc elle est aussi complètement différenciée. Elle a aussi un manteau rocheux. Le lien entre l'océan et le manteau est un peu moins évident que sur Europe. Plus on va vers le centre de Ganymède, plus la pression est forte. Et on a des glaces en fait un peu différentes qui sont entre l'eau
et le manteau. Donc Ganymède est pas inintéressante de ce point de vue-là et du point de vue de l'habitabilité aussi. Il y a un autre aspect dont on n'a pas du tout parlé, qui est la protection planétaire. C'est des règles que la communauté internationale s'est fixées. L'idée, c'est que si on veut étudier la capacité d'un monde à faire apparaître la vie ou à entretenir une forme de vie, si on arrive avec notre sonde terrestre et qu'on ramène des bactéries dessus, bah, en fait, on n'étudie rien du tout. On va étudier les bactéries qu'on ramène. Oui, c'est pour ça qu'on a envoyé Cassini se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne, pour éviter justement un éventuel crash sur Titan, ce qui aurait pu la contaminer. Exactement, c'est exactement ça. La protection planétaire, il faut montrer qu'on sera en dessous d'une certaine probabilité de contaminer tel ou tel monde. Pour ces raisons, c'est compliqué d'aller orbiter Europe, d'aller placer très proche d'Europe, etc. Parce qu'Europe est encore plus protégée que Ganymède en termes de protection planétaire. Alors, on est d'accord que tout ça, c'est dans une démarche qui traverse la communauté scientifique depuis de nombreuses années, à savoir la recherche de réponses à des questions d'ordre exobiologique. Enfin, pour le dire autrement, que ce soit sur Mars ou dans les lunes des planètes géantes, le mystère primordial qu'on cherche à résoudre, c'est est-ce que la vie a pu émerger ailleurs que sur Terre? La plus grande question, c'est celle-là, c'est celle de l'habitabilité, de la recherche de la vie. En fait, Mars, c'est vraiment, par analogie à la Terre, c'est la seule planète qui est dans la zone habitable de notre système solaire, donc la zone dans laquelle, en théorie, les conditions de température sont réunies pour avoir de l'eau liquide à la surface. On sait que sur Mars, c'est pas possible. On veut savoir pourquoi elle a évolué comme ça, on veut savoir si c'est le futur de la Terre, on veut savoir plein de choses par analogie à la Terre. Les lunes glacées, c'est vraiment un autre type de zone habitable qu'on n'avait pas envisagé auparavant. Une vie qui est en fait souterraine, qui est sous les surfaces glacées et qui est au fond des océans. J'ai un collègue qui dit toujours ça, c'est l'extension de la zone habitable qu'on connaissait autour des étoiles, mais sur ces corps-là. Et est-ce que JUICE, avec ses instruments, on sera dans la capacité de détecter l'habitabilité de Ganymède? Du coup, est-ce qu'elle pourra savoir s'il y a des molécules organiques dans la flotte qu'il y a sous la surface? Ce qu'on va avoir avec JUICE, c'est vraiment une cartographie exhaustive, que ce soit en topographie, en géologie, en géomorphologie, donc vraiment les différentes formes, etc. qu'on voit à la surface. On a un spectro-imageur, donc on va avoir des cartes assez précises de différents composés. Il suffit pas d'observer des choses sur les autres planètes ou les autres lunes. Il s'agit aussi de comparer à des choses qu'on sait et qu'on contrôle sur Terre. Il y a plein de labos qui le font, qui travaillent sur des analogues de glace et qui mesurent en laboratoire des spectres différents de différents matériaux. Et l'idée, c'est qu'avec une banque assez exhaustive, on puisse établir des liens directs, dire bah, ça c'est exactement le même spectre que machin a mesuré dans son labo, on sait qu'il y a ça, qu'il y a ça sur Ganymède. Est-ce qu'il y a un radar sur JUICE? Il y a effectivement un radar sur JUICE, qui est l'instrument RIME, Radar for Icy Moons Exploration, qui du coup va pouvoir sonder la glace sur 30 mètres. C'est quand même quelque chose qui va être hyper intéressant pour voir s'il y a si on peut voir une évolution en fait dans les 30 mètres de glace. On n'ira pas jusqu'à l'océan, parce que l'océan, c'est des dizaines de kilomètres, mais ça permettra déjà de voir si on a une évolution proche de la surface, plus loin de la surface. Et toi, en tant que spécialiste des surfaces, qu'est-ce que tu attends de cette mission? Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des images avec plein d'illuminations différentes et plein d'angles d'observation différents. Donc ça, tous les flyby, moi, ça va être mon grand truc personnel. Après, en tant que spécialiste des surfaces, vraiment, Ganymède, ce qu'on va arriver à faire en étant en orbite, c'est vraiment une cartographie exhaustive des différentes zones, que ce soit en termes de composition, comme je le disais tout à l'heure, de topographie. La topographie avec Gala, qui est l'altimètre laser, ça va être absolument génial parce que c'est vraiment une mesure fiable en fait de toute la topographie de la Lune. Avec la vraie mesure de l'altitude comme ça avec le laser, ça va être génial. Et alors une question qui a l'air stupide, mais est-ce qu'il y aura des objectifs, des caméras, des appareils photos sur JUICE? On a Janus qui est une caméra classique qui va nous permettre de vraiment faire la carte de Ganymède. Donc ça va être Janus, ça va être vraiment des mesures. Merci beaucoup Inès pour ce voyage auprès de ces lunes fascinantes de Jupiter, j'ai vraiment hâte d'y être. Alors bon courage à toi pour la dernière ligne droite et bonne chance pour le lancement qui est prévu de début 2023, c'est ça?
et la mission arrivera autour de Jupiter en 2030, il va donc falloir être patiente. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à bientôt.